Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence cet après-midi pour l'atelier qui va porter sur la thématique alimentation, bioéconomie, agriculture, ressources naturelles et environnement. Donc c'est une des thématiques, un des clusters du programme Horizon Europe qui vous a été présenté ce matin. Donc, on va s'intéresser à ce cluster en particulier pendant l'atelier. Je voulais remercier d'abord, avant de commencer, les différents partenaires qui ont co-organisé cet atelier. Donc, les pôles Innovalliance, Lyon Biopôle, Plastipolis, Tecterra et Végépolis Vallée, la Point de contact national environnement et bio, et puis l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Petit rappel sur le déroulement de l'atelier, sur le fonctionnement. Donc, on est ensemble pour une durée de 45 minutes. Les caméras et les micros sont coupés et l'atelier est enregistré. Donc, il y aura un replay suite à cette session-là que vous pourrez visionner. Les questions se feront via le chat que vous trouverez sur votre droite. Et évidemment, si on a beaucoup de questions, on fera une foire aux questions. Il y aura une foire aux questions disponible après l'atelier. Donc, on va reprendre toutes les questions qui n'auront pas été répondues, même celles qui ont été répondues, pour faire vraiment un panel de toutes les questions et que vous repartiez avec toutes les réponses que vous souhaitez. Voilà. Donc cet atelier-là, il a vraiment pour objectif de vous apporter un premier niveau d'information, un peu une sensibilisation sur ce cluster alimentation bioéconomie, qu'on va appeler cluster 6, puisque c'est le 6e cluster du programme. Donc pour cela, on aura plusieurs intervenants au cours de l'atelier. Tout d'abord, on va commencer avec Emmanuel Klein, qui est la PCN Environnement et Bio, qui nous parlera de ce cluster 6 pour un petit peu mieux comprendre les thématiques, un petit peu mieux savoir ce qui sera ciblé comme sujet dans ce cluster. Puis ensuite, on fera un focus sur les soutiens en région qui peuvent vous aider à candidater aux futurs appels à projets de ce cluster, avec notamment Clément Dio du pôle Innovalliance, qui sera porte-parole des pôles de compétitivité qui accompagnent les entreprises sur des projets en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Voilà, donc l'atelier est animé par moi-même, Lisa Jalin de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et on a également Annabelle Sion du pôle Plastipolis qui s'occupera de la modération sur le chat et qui pourra poser les questions que vous aurez notées sur le chat. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer avec Emmanuel Klein, la PCN Bio-Environnement. Alors, avant de rentrer dans le sujet, Emmanuel, vous êtes point de contact national. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus précisément ce qu'est un PCN, point de contact national, et son rôle? Oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je me présente rapidement, Emmanuel Klein, je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et à ce titre, je fais partie des points de contact nationaux environnement et bio pour Horizon 2020. Donc les points de contact nationaux, ce sont des consortiums d'acteurs de la recherche et de l'innovation qui ont pour rôle d'informer les acteurs de la recherche et de l'innovation sur les programmes européens de recherche. Donc Horizon 2020 jusqu'à la fin de cette année et Horizon Europe pour les 7 prochaines années. Donc les points de contact nationaux ne sont pas c'est un nuage de points, on va dire, sont composés de plusieurs personnes ressources dans des organismes représentatifs d'une thématique, donc soit des organismes de recherche, des universités, des pôles de compétitivité ou des associations, notamment les associations des instituts techniques agricoles ou agroalimentaires, par exemple, pour le PCN Bio. Comme on l'a dit ce matin, les PCN sont en cours de réorganisation parce qu'on passe d'un programme à l'autre pour Horizon Europe. Et donc, en début d'année, on devrait avoir une nouvelle organisation des points de contact nationaux. Et donc, leur rôle, c'est de diffuser l'information le plus largement possible aux acteurs français de la recherche et de l'innovation, d'orienter certains partenaires qui souhaitent monter des projets, de les conseiller soit d'y aller, soit de ne pas y aller. C'est aussi notre rôle aussi de dire si
si un projet ne correspond pas du tout aux objectifs du programme européen, et de répondre aux différentes questions, notamment sur la composition des consortiums pour répondre au projet, le scope, le périmètre des interventions, etc. Donc voilà, c'est vraiment diffuser, sensibiliser, informer, répondre aux questions. Le rôle des... D'accord, très bien. Et donc, avant de parler précisément du cluster 6 qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment est la structure du nouveau programme Horizon Europe et la place de ce cluster 6 dans ce programme? Donc, Horizon Europe est organisé autour de 3 piliers. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous trouverez des descriptions, notamment dans les sessions de ce matin, qui vous ont présenté Horizon Europe dans son ensemble. Donc, le pilier 1, c'est la science d'excellence. Le pilier 2 s'organise autour des problématiques mondiales et de compétitivité industrielle. Le pilier 3 sur l'Europe innovante. Et donc, le cluster 6 se situe dans le pilier 2. Donc, il y a 6 clusters, donc vous voyez tous les titres qui sont énumérés. Et le cluster 6 s'intitule Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc, j'insiste que tous les mots sont importants. Ce matin, j'ai entendu dans une présentation uniquement les mots alimentation et bioéconomie, mais il y a aussi gestion des ressources naturelles, les questions agricoles et les questions d'environnement qui sont vraiment très présentes au sein de ce cluster. Et donc, pour vous donner une idée de l'importance du budget alloué à ces clusters, donc le pilier 2, c'est vraiment la majorité du budget du programme Horizon Europe sera dédié à ces problématiques mondiales, climat, biodiversité, compétitivité internationale de l'industrie européenne, de l'ordre de 55% des budgets. Et pour information, alors là c'est pareil, hein, c'est à prendre avec des pincettes pour l'instant parce qu'on n'est pas encore sûr des négociations budgétaires actuelles. Le cluster 6 devrait avoir un budget de un peu moins de 9 milliards d'euros pour les 7 années à venir. D'accord. Alors, pour bien comprendre, est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu mieux ce qu'on entend par cluster et puis les différents éléments qui sont rattachés à ces clusters, à savoir les appels à projets, les missions, les partenariats? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une vision de que sont ces différents éléments? Voilà, donc un cluster, il s'organise autour de grandes thématiques organisées autour d'objectifs politiques globaux, notamment pour répondre à des questions de politique européenne qui sont sur le haut de l'agenda politique, et autour de grandes questions de recherche et d'innovation. Et du coup, un cluster, il va contenir plusieurs méthodes de mise en œuvre. Donc, la méthode traditionnelle qui existe depuis les débuts des programmes cadres de recherche et d'innovation, ce sont des appels à projets, des appels à propositions. Donc, ça, c'est vraiment l'outil classique des programmes européens de recherche. Et du coup, Horizon Europe a plusieurs innovations en son sein. C'est l'introduction des partenariats et des missions. Donc, les partenariats, alors on commence par les missions, pardon. Les missions, ce sont alors, comment dire, on s'est rendu compte que les résultats de recherche et d'innovation mettaient du temps à apparaître sur le terrain et que les citoyens européens étaient un peu déconnectés des programmes de recherche et d'innovation. Et donc, il a été décidé au cours des dernières années de distinguer plusieurs domaines de mission d'importance pour les défis pour les citoyens européens. Donc, il y a 5 domaines de mission qui ont été retenus. Donc, la première, c'est l'adaptation au changement climatique, y compris les transformations sociétales qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre ces adaptations et favoriser ces adaptations au changement climatique. Une mission sur le cancer, une mission sur les villes neutres pour le climat et intelligentes, et les deux qui concernent plus spécifiquement le cluster 6, même si le cluster 6 peut apporter des éléments de réponse sur ces 3 missions, mais les missions qui sont vraiment au cœur du cluster, ce sont les missions santé des sols et alimentation.
et la mission Santé des océans, des mers et des eaux continentales. Voilà, donc là, c'est vraiment une nouveauté d'Horizon Europe, c'est vraiment la nouveauté, et malheureusement, je ne sais pas encore très bien comment ces missions vont être mises en œuvre. Il y aura aussi des appels à propositions issus du travail des mission boards, donc c'est des comités qui vont préparer les programmes de travail et proposer une feuille de route pour atteindre certains objectifs. Et qui va identifier certaines activités, certaines mesures à mettre en œuvre pour réaliser. Donc, par exemple, pour santé des sols, le but étant d'atteindre 75% des sols européens réhabilités ou restaurés d'ici l'horizon 2050, je crois, ou 2050, je crois. Je n'ai plus les dates en tête, mais vous pourrez vérifier sur les autres documents. Une autre particularité d'Horizon Europe, c'est la mise en place de partenariats. Donc, les partenariats alors là, je vais être assez spécifique au cluster 6. Il y a 3 types de partenariats, mais le cluster 6, pour l'instant, va mettre en œuvre uniquement un type de partenariat. Ce sont des partenariats cofinancés. Le principe étant d'avoir un agenda commun entre différents pays membres de l'Union et des pays associés aussi, pour mettre en œuvre des programmes de travail annuels présentant des appels à projets auxquels les agences nationales de financement vont contribuer en commun. Alors, si vous êtes familier du terme ERANET, c'est un peu la continuité des ERANET et des approches collaboratives entre agences de financement des différents États membres, avec une contribution de la Commission européenne dans les budgets dédiés à ces partenariats. Juste pour information, les partenariats retenus pour les 2 premières années d'Horizon Europe pour le cluster 6, ce sont les partenariats portant sur l'économie bleue, donc sur l'économie des océans et de la mer. Un autre partenariat sur l'eau douce, Water for All, c'est comment assurer la gestion des ressources en eau et une eau disponible pour tout le monde en gérant les impacts du changement climatique sur la ressource, etc. Et le troisième, c'est le partenariat sur la biodiversité, qui est une part importante du cluster dans le domaine de la biodiversité. Voilà, donc il y aura 3 partenariats lancés en 2021-2022 et 5 autres partenariats qui seront lancés dans les appels suivants en 2023 et après. D'accord. Sur ces partenariats, donc il y en a 49 qui ont été retenus sur tous les domaines de tous les clusters pour les 4 premières années d'Horizon. Et sinon, dans le cluster proprement dit, dans le cluster 6, on a les appels à projets, je dirais, traditionnels sur lesquels on travaille depuis longtemps. Donc, je pense que c'est la slide d'après, ou je ne sais pas, Lisa, si on... Bon, justement, on a posé les bases. Donc, je voulais savoir un petit peu plus quelles étaient les attentes et les objectifs de la Commission européenne, finalement, avec ce cluster 6 plus précisément. D'accord. Alors, le cluster 6 s'organise autour de domaines d'intervention qui ont été définis pour la totalité de la durée d'Horizon Europe, c'est-à-dire pour 7 ans. Et donc, ces domaines d'intervention sont stables dans le temps et constituent en fait la base légale d'Horizon Europe auquel on doit se référer pour les années à venir. Donc, le cluster 6 s'organise autour de 7 grands domaines d'intervention. Donc, vous avez la liste ici, donc l'observation de l'environnement et ce que ça peut apporter en termes, notamment pour le développement de recherche et d'innovation, ou même de comment ces observations peuvent générer des nouveaux produits, des nouveaux services pour les utilisateurs de l'observation de l'environnement. La question de la biodiversité et des ressources naturelles, les questions d'agriculture, sylviculture et zones rurales. Donc là, c'est plus la production primaire,
sur la terre, et aussi, on a aussi la production primaire en mer, donc tout ce qui est la question des mers, des océans et des eaux continentales. Le 5e domaine d'intervention, ce sont les systèmes alimentaires. Donc le but étant de transformer les systèmes alimentaires européens pour qu'ils soient plus résilients au climat et qu'ils soient plus justes et plus durables. On a aussi le domaine d'intervention sur la mise en place de systèmes de bio-innovation pour la bioéconomie de l'Union européenne, donc passer d'une économie basée sur les produits fossiles à une économie basée sur des bioproduits biosourcés, et enfin des systèmes circulaires, donc c'est la mise en œuvre de l'économie circulaire pour les domaines de la bioéconomie, mais aussi pour d'autres domaines d'économie circulaire. D'accord. Ça, ce sont les domaines d'intervention. Et donc, si on a bien compris, sur les 2 premières années du programme, donc, le premier programme de travail qui dure 2 ans, il y aura des destinations qui vont être, qui ont été choisies, des thématiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que c'est et ce qu'elle recouvre comme sujet? Voilà, donc les domaines d'intervention sont fixes pour 7 ans. Et la Commission a introduit des nouveaux outils, enfin des nouveaux intermédiaires, c'est-à-dire elle va définir un plan stratégique avec des orientations stratégiques qui sont liées notamment avec les politiques européennes mises en place par la nouvelle Commission, la nouvelle Commission étant arrivée après la définition des textes législatifs. Donc, du coup, elle a un peu elle a adapté un peu les questions dans Horizon Europe en fonction des politiques prioritaires de l'Union européenne. Donc, elle a rebattu les cartes des domaines d'intervention pour coller à ses priorités politiques. Et donc, les 7 destinations pour le premier programme de travail, donc qui est sur 2 ans, pour 2021-2022, s'organisent autour de 7 destinations. Donc, la biodiversité des systèmes écosystémiques, donc là qui s'appuie et qui vient en soutien à la stratégie biodiversité de l'Union européenne. Donc là, ça inclut comprendre le déclin de la biodiversité, valoriser et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques, gérer la biodiversité en production primaire, favoriser les changements transformateurs pour la biodiversité et connecter la recherche en biodiversité, les politiques de soutien, les politiques publiques de soutien. La deuxième destination, c'est de développer des systèmes alimentaires justes, sains, respectueux de l'environnement, depuis la production primaire jusqu'au consommateur. Donc, c'est en application ou en soutien à la politique Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. Et là, on a plusieurs sous-parties. Donc, c'est favoriser la production primaire durable, toute l'agriculture, aussi l'aquaculture et la pêche durable, transformer les systèmes alimentaires pour la santé, la durabilité et l'inclusion, et avec aussi un focus sur la coopération internationale, notamment avec l'Afrique et la Chine. Ensuite, on a l'économie circulaire et la bioéconomie. Donc là, c'est plus les filières et comment passer des filières au système en termes de bioéconomie et d'économie circulaire, avec des topics sur la transition vers une économie circulaire, des sujets sur des produits biosourcés innovants et durables en application de la feuille de route bioéconomie, de la stratégie bioéconomie. Un point particulier sur la sauvegarde des fonctions des forêts européennes, donc un point précis sur la forêt. Et enfin, des innovations dans la bioéconomie bleue, donc l'utilisation des ressources aquatiques. En 4, on a un environnement sain et zéro pollution. Donc là, c'est vraiment le but de réhabiliter notre environnement et de limiter les pollutions avec différents sous-domaines, stopper les émissions de polluants vers les sols et vers les systèmes aquatiques, la protection de l'eau potable et la gestion de l'eau dans les milieux urbains, traiter la question de la pollution dans les mers et les océans,
augmenter les performances environnementales et la durabilité des procédés des procédés et des produits. Donc ça, sur les performances environnementales de la production, quelle qu'elle soit. En 5, on a tout ce que va rendre comme service l'action sur le sol, les mers et l'eau pour les actions sur le climat. Les sciences climatiques sont traitées dans le cluster 5, mais ici, on traite des mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique via l'agriculture, la gestion de l'eau et la gestion de différents aspects pour limiter l'impact climatique, l'impact du changement climatique. En 6, on a des topics orientés plus sur le développement de communautés rurales, littorales, urbaines, résilientes, inclusives, saines et vertes, donc pour développer le développement territorial aussi, parce que la bioéconomie, l'agriculture et tout ça est très dépendante des territoires, et donc on s'appuie sur des sujets dans cette destination. Et enfin, la dernière destination, c'est les questions de gouvernance, d'observation environnementale, de solutions numériques en soutien du Pacte vert, donc le Green Deal dont vous avez sûrement entendu parler. D'accord. Alors, Emmanuel, vous avez mentionné le terme de topic. Oui. Ça fait référence en fait, aux appels à projets, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. En fait, les appels à projets sont déclinés en ce qu'on appelle familièrement entre nous des topics. Donc, dans ces destinations, vous aurez plusieurs topics qui vont traiter de différents sujets plus précis et donc auxquels les candidats devront répondre pour proposer des solutions à une problématique donnée présentée au sein de ces topics. Donc, en parlant justement de ces appels à projets, en fait, pour remplir les objectifs et les attentes de ce cluster, des appels à projets collaboratifs sont mis en place. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ces projets en ce qui concerne la typologie des collaborations, les compétences qui sont appréciées, les activités aussi qui sont financées et avec quel taux de financement finalement? Alors, donc ce sont effectivement des projets collaboratifs, ça j'insiste là-dessus. Dans les clusters, vous avez vraiment exceptionnellement des projets monobénéficiaires. La règle de base, c'est des projets collaboratifs avec minimum 3 partenaires issus de 3 États membres ou pays associés. Ça, c'est vraiment le minimum requis. En règle générale, la règle de 3 partenaires est bien dépassée parce que la plupart des projets retenus regroupent 10, 15, 20, voire plus de partenaires. Et donc, les partenaires, ça peut être des universités, des centres de recherche, des grandes entreprises, des PME, des associations de producteurs, des associations d'industriels, etc., etc. Donc, en gros, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut y participer du moment qu'on ait une capacité de recherche et d'innovation, bien sûr. Et donc, les projets se distinguent en 3 types. Il y a 3 types de projets, donc les actions de recherche et d'innovation, RIA, donc qui sont plus de la recherche amont pour démontrer une preuve de faisabilité en laboratoire ou sur le terrain. Donc là, ce sont des taux de financement de 100% des coûts éligibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails des coûts éligibles, vous aurez d'autres infodés qui vous détailleront tout ça dans un futur proche. Donc ça, c'est 100% des coûts éligibles pour tout type de partenaires. On a aussi les actions d'innovation IA. Et là, ce sont des taux de financement de 70 à 100% en fonction du type de partenaire, s'il est public ou privé. Pardon. Et en fonction de la taille aussi de l'entreprise, les PME pouvant avoir un taux de financement à 100%. Et enfin, les actions de coordination et de soutien. Donc là, c'est plus des actions de préparation, de mise en réseau pour la définition de futurs appels de RIA et qui sont ici aussi financés à 100%.
D'accord. Et donc, ces types d'actions sont finalement donnés à l'avance sur les appels à projets. Oui, voilà, le programme de travail définit si le topic doit répondre est une action d'innovation et de recherche ou une action d'innovation ou une CSA. Donc ça, vous le savez à l'avance. Ce n'est pas à vous de choisir si vous voulez faire du très fondamental ou du très appliqué. C'est vraiment en fonction de ce qui est écrit dans les appels. D'accord. Donc, peut-être que c'est intéressant du coup de faire un focus sur un appel à projet en particulier pour regarder sa structure, comprendre les attentes qui en ressortent et savoir le lire en fait, essayer d'identifier les éléments qui sont clés. On en a sélectionné un sur une thématique agriculture qui est issu du document de préparation des appels à projets de ce cluster 6, qui est encore non officiel. Hein, c'est un document qui est en cours de préparation. Donc, le voici. Donc, on a repris voilà, les différents éléments qui sont écrits sur l'appel à projet dans le document qui liste tous les appels à projet. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de lecture sur ce type d'appel à projet? Voilà, alors ce topic, donc développer des systèmes et des chaînes de valeur sur des grandes cultures protéagineuses durables et compétitifs, il faut déjà savoir où il se situe parmi les destinations que j'ai citées auparavant. Donc là, il se situe sur la destination 2, les systèmes alimentaires depuis la production jusqu'au consommateur. Donc c'est le farm to fork, hein, c'est vraiment pour contribuer, pour que la recherche et l'innovation contribuent aux objectifs de cette stratégie européenne. Et il est dans la première partie, développer une agriculture durable, sustainable farming en anglais. Et donc, pour cela, il faut à la fois lire le texte du topic, mais aussi se référer toujours au cadre dans lequel il s'inscrit. Donc là, il s'inscrit sur la destination 2 et les expected impacts qui sont visés par cette destination. Donc, c'est développer des systèmes de production primaire durables, productifs, neutres pour le climat, résilients, fournir des produits pour les consommateurs qui soient sains, durables, etc., avec aussi une juste rémunération, rétribution des producteurs. Et le but aussi étant de développer la transformation des systèmes alimentaires pour le climat en termes d'adaptation et d'atténuation, qui soient durables pour l'environnement et pour le changement des comportements alimentaires. Donc ça, c'est vraiment la destination qui recouvre ça. Et le topic va développer un peu plus précisément ce qu'on attend. Donc là, le but est... Donc, il s'organise autour de expected outcomes. Je n'ai pas encore trouvé le terme générique pour le traduire en français, mais le but étant vraiment de réussir une transition de l'agriculture, notamment en développant les protéines produites en Europe, dans le but de diminuer la pression de l'agriculture sur l'environnement et les écosystèmes, avec un retour économique juste pour les producteurs. Donc, il y a, le but, c'est d'identifier des moyens de transition régionaux, durables, résilients et viables économiquement. Là, on s'appuie sur les protéagineux terrestres, c'est-à-dire pour l'alimentation humaine et animale. On ne s'intéresse pas aux algues parce qu'il y a différents topics pour les protéines issues des ressources aquatiques. Donc là, il faut bien se dire que si c'est marqué land-based proteins, crop production, il faut se cadrer là-dessus et pas considérer d'autres sources de protéines. Donc le but étant aussi d'améliorer la sécurité alimentaire européenne. La prochaine slide. Donc le but étant de mettre en évidence les coûts et les bénéfices de ces protéines en termes sociaux, économiques, environnementaux, de climat et de santé, d'améliorer la capacité des producteurs à produire ces cultures, donc en développant le conseil agricole, des échanges entre producteurs, des bonnes pratiques et en impliquant tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire aussi les transformateurs qui vont utiliser la production primaire pour la transformer. Et du coup, de développer des systèmes d'innovation, donc avec une approche multi-acteurs, transdisciplinaire et aussi avec
la collaboration transrégionale et transnationale. Ensuite, on a le scope, c'est le périmètre dans lequel s'inscrit ce topic. Donc, ça décrit un peu la situation actuelle, hein, pour le rappeler. Donc, c'est l'importance des protéines, des cultures riches en protéines, avec une nécessaire diversification des sources de protéines pour l'Europe, sachant qu'il y a beaucoup d'importations de protéines. Donc, c'est comment rendre l'offre européenne suffisante, parce qu'elle est actuellement insuffisante, et donc les besoins de développer des filières et des systèmes autour de ces cultures. La suite, s'il vous plaît. Donc là, ce qui est important dans cette partie, c'est Proposal will build on and expand existing knowledge. Donc, c'est vraiment se fonder sur des connaissances déjà existantes. Là, on ne va pas développer des nouvelles recherches pour savoir comment on fait. Ça ne va pas être le développement d'une variété particulière. C'est vraiment sur ce qui existe déjà, comment on peut changer le système pour développer une transition en fonction des contextes pédoclimatiques. Donc là, c'est vraiment, parce que oui, je n'ai pas dit ça au début, c'est une action d'innovation. Donc là, on est vraiment sur le transfert de la recherche vers le terrain et l'innovation. Comment faire en sorte que ça soit opérant sur le terrain. Donc avec des chiffres clés, hein, les protéines devront contenir un minimum de 15%, enfin les cultures devront contenir un minimum de 15% de protéines, donc vraiment avec voilà. Et on a aussi, ce qui est important, c'est sur les cultures existantes et de nouvelles espèces à développer, pas à inventer. Et on se base sur des différentes conditions pédoclimatiques en système conventionnel, agroécologique ou biologique. Donc, tous les systèmes doivent être considérés pour traiter ce topic. Et ce qui est important aussi ici, c'est l'approche multi-acteur approach, qui vise à impliquer dès le début et dès le projet d'innovation, d'avoir tous les acteurs de la chaîne, c'est-à-dire pas uniquement des organismes de recherche, mais aussi des organismes de transfert, éventuellement des organisations de producteurs, pour qu'ils aient leur mot à dire dans la définition du projet pour une mise en œuvre plus efficace des solutions qui seront trouvées. La suite, s'il vous plaît. Là, ce qui est important dans cette slide, c'est la complémentarité entre les approches. Donc, le projet auquel vous allez répondre, par exemple, devra se coordonner avec d'autres projets qui seront retenus sous les topics qui sont cités ici, Filling Knowledge Gap en Nutritional Safety, Allergenicity, etc. Et qui doivent aussi s'appuyer sur des projets ou des réseaux thématiques qui sont financés, qui ont été financés sous Horizon 2020. Donc, vraiment, le but, c'est de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait pour ne pas réinventer à chaque fois un nouveau projet ou une nouvelle méthode. Et donc là, on cite quelques espèces à considérer, donc colza, tournesol, soja, pois, haricots, lentilles, lupin, trèfle, alfalfa, que ce soit pour l'alimentation humaine et animale, donc soit des légumineuses, des fourrages, des oléagineux, etc., etc. Et ensuite, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'on a déjà détaillé. Vous avez une série d'activités qui sont proposées. Et donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que le plus important, c'était les deux premières parties de ce topic. Oui, voilà, merci Emmanuel de nous avoir donné un peu une vision des différentes parties qui composent un appel à projet. On retrouvera toujours cette même structure dans les différents appels et parfois des éléments, voilà, par exemple autour de la connaissance ou du développement d'un nouveau produit. On va retrouver des éléments comme ça qu'il faut bien lire pour savoir si on correspond ou pas à l'appel à projet. Voilà, donc peut-être avant de passer aux questions des participants, est-ce que, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que vous avez 2 ou 3 éléments essentiels
à nous partager qu'il faut vraiment retenir quand on souhaite se lancer dans la candidature à un appel à projet? Alors, la première chose, justement, c'est qu'il faut vraiment très bien lire les projets, enfin, les topics à l'avance, pour pas, justement, mal s'orienter, vraiment bien lire les topics et dans quelle destination ils se situent pour bien voir si les objectifs sont cohérents avec les objectifs de la Commission européenne. Le but n'étant pas de dire bon, la Commission, elle veut ça, mais moi, j'ai une meilleure idée. Non, c'est vraiment une commande de la Commission européenne, donc il faut vraiment répondre précisément aux appels. Et donc, le but, c'est de bien lire les choses. Si on a du mal de se faire aider par les différentes aides proposées, donc les aides en région dont on va vous parler, les PCN, les EEN, les pôles, les agences, tout ce qui va vous être présenté par ailleurs. Si vous êtes une PME ou une entreprise privée, se rapprocher éventuellement des organismes de recherche ou des universités qui sont dans le même domaine, parce que eux, en général, ont déjà l'habitude de travailler avec des consortiums européens, donc ça peut être aussi un point d'entrée pour une entreprise privée et s'adosser à des personnes ou des entreprises qui ont déjà de l'expérience dans le domaine. Et participer aussi aux infodays qui sont organisés régulièrement, soit en région, soit au niveau national. Oui, il me semble qu'il y a une semaine Horizon Europe en février, je crois. Oui, c'est encore en train d'être défini, mais on va voir. Mais oui, il y aura une semaine de lancement avec des événements sur tous les domaines d'Horizon Europe. D'accord. Donc, faire bien une veille chacun pour être au courant de ces journées d'information. Alors, Annabelle, au niveau des questions sur le chat, est-ce que tu peux nous faire part de ces questions pour Emmanuel sur ce qu'on vient de voir? Alors, il y a une question sur les partenariats. Est-ce qu'on a déjà une vision sur les thématiques de ces partenariats? Et puis, est-ce que des partenariats tels que BBI... Alors, moi, j'entends pas du tout. Ah. Je crois que c'est mieux, Annabelle. Essaye de nouveau. Oui. Est-ce qu'on a une vision thématique sur les futurs partenariats? Et quel serait le rôle et la puissance de ces partenariats? Est-ce que des partenariats tels que BBI font partie de ce cluster? Alors, est-ce qu'on a une vision thématique des partenariats? Je suis désolée, j'entends très mal. Ouais, il faut que vous vous rapprochiez du micro, Annabelle, parce qu'on n'entend pas. Ouais. Bah, pourtant. Voilà, là, c'est mieux, là. Ouais. Est-ce qu'on a une vision thématique des futurs partenariats? Et quelle serait la puissance de ces partenariats et est-ce que des partenariats tels que BBI font partie de ce cluster? Je réponds tout de suite ou j'attends plusieurs questions? Non, on peut répondre à celle-là. C'était deux questions qui étaient dans le... Alors, les partenariats, pour le premier programme de travail 2021-2022, ce que je disais, c'est qu'il y a 3 partenariats qui sont retenus pour cette première approche. Le partenariat sur la biodiversité, le partenariat sur l'économie bleue, la bioéconomie bleue, et le partenariat sur l'eau, donc Water for All. Donc, le but étant pour nous, représentants au comité de programme, de voir quelle est la complémentarité entre les topics présents dans le cluster et les topics qui seront lancés, enfin les appels qui seront lancés par les partenariats, parce que les partenariats vont lancer des appels à proposition de leur côté, et le but étant que ça soit complémentaire et pas redondant entre les différents niveaux. Pour BBI, BBI va arriver en fin de vie, tel qu'il est actuellement, et la suite est en cours d'études au niveau européen pour donner un partenariat qui s'appellerait Circular Bio-Based Europe, CBE, et il ne fait pas stricto sensu partie du cluster 6 parce qu'il a sa propre base légale, donc ce sera quelque chose d'à côté, mais le cluster 6 contribuera, je pense, financièrement au financement de ce partenariat. Très bien, merci Emmanuel.
Une question sur la destination environnement sain et zéro pollution. Est-ce que des projets autour de la performance environnementale, des transformations à l'échelle industrielle sont attendus? Alors, je n'ai pas encore tout en tête. J'essaye de digérer toutes ces informations. Le document fait 400 pages et on doit les étudier en moins de 2 semaines, donc c'est pas facile d'avoir. Mais oui, il y a des choses sur les systèmes de certification, sur la durabilité, des questions de performance environnementale sur les procédés dans les secteurs industriels, notamment la construction, le bois, les textiles, les pulpes et papiers et les biochemicals, je sais pas comment ça veut dire. Donc voilà, là il faudrait que j'ai un peu plus de temps pour étudier la question, mais en revanche, si c'est sur des aspects très transport ou énergie, peut-être que ça sera dans le cluster 5. On essaie aussi de faire la complémentarité entre les différents clusters suivant le barycentre un peu du topic, si c'est vraiment économie circulaire ou plus dédié à une filière particulière de l'énergie ou des transports ou des choses comme ça. Bien, merci. On peut continuer la présentation vu le temps qui nous reste. Pour les autres questions, je vais répondre soit directement aux questions ou vous donner des informations sur comment avoir une réponse à vos questions. Et Lisa, il y aura une FAQ qui sera publiée avec les réponses aux questions à la suite du webinaire. Tout à fait. On n'oubliera aucune question pour pouvoir tous vous répondre. Donc, merci Emmanuel de nous avoir présenté ce cluster 6 du programme Horizon Europe. Alors, on avait mis dans la présentation une slide pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur les projets financés. Il existe une base qui s'appelle Cordis qui répertorie tous les projets financés au cours des précédents programmes. Et donc, voilà, c'est très intéressant d'aller regarder avec des mots-clés, avec des systèmes de filtres. Vous pouvez taper les thématiques qui vous intéressent et vous pouvez voir des exemples de projets qui ont été financés, leur résumé et les activités principales qui ont été réalisées. Ça vous donne déjà une idée du type de projet qui peut être financé. Donc, vous avez le lien, n'hésitez pas à aller regarder ce site. Alors, on va s'intéresser maintenant, dans cette dernière partie, au soutien en région pour vous aider à candidater, à identifier des appels à projets. Comme Emmanuel l'a dit, il est bénéfique et important d'être accompagné sur ces différentes phases. Donc, on va vous faire un petit focus sur à la fois l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mais aussi les pôles. Donc, pour commencer, voilà, vous avez ici les différents services que peut proposer l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. C'est présenté sous forme de cycle d'accompagnement pour que vous puissiez bien vous repérer en fonction de l'étape où vous pouvez vous situer dans votre projet. Donc, on part vraiment de la prise d'information, avec rester à l'écoute des opportunités, jusqu'à l'accompagnement et le suivi post-candidature. Donc, vous retrouvez ici sur ce schéma les différents services dont vous pouvez bénéficier. Vous avez notamment sur tout ce qui est découverte et sensibilisation, la journée d'information Ambition Europe, comme celle d'aujourd'hui, qu'on fait tous les ans depuis maintenant 4 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre l'actualité de l'agence pour être au courant de tous ces services. À noter que l'agence fait partie du réseau qui s'appelle Enterprise Europe Network, qui est un réseau international de soutien à l'innovation et l'internationalisation des entreprises. Et donc, il est vraiment très intéressant ce réseau, particulièrement pour ce qui concerne la recherche de partenaires, puisqu'on peut s'appuyer sur des homologues de ce réseau à l'étranger pour essayer de connecter nos différentes entreprises ou laboratoires, tout type de structure dans le cadre des projets européens. Voilà. Alors, à noter aussi que l'agence, elle travaille avec les pôles de compétitivité qui sont présents en région Auvergne-Rhône-Alpes, comme pour cette journée, par exemple, qu'on a co-organisée, qu'on a préparée en partenariat. Et donc, les pôles accompagnent aussi leurs adhérents vers les financements européens
chaque pôle sur une thématique précise. L'agence, elle est plutôt transversale, sans thématique. Là, maintenant, on va voir quels sont les pôles qui peuvent vous accompagner sur les thématiques, des sujets en lien avec les thématiques de ce cluster 6. Et donc, je vais donner la parole à Clément Dio, du pôle de compétitivité Innovalliance, qui se fait porte-parole aujourd'hui de ces différents pôles sur ces thématiques du cluster 6 pour nous présenter les différents services qu'ils peuvent proposer, leurs thématiques phares. Donc, Clément, c'est à vous. Vous avez la parole. Merci Lisa. Oui, donc alors sur les thématiques là, du cluster 6 pour Horizon Europe, donc alimentation, bioéconomie, agriculture, ressources naturelles, environnement, vous avez 5 pôles là, en région qui peuvent vous accompagner sur ces thématiques. Donc Innovalliance et VG Police Valley qui sont tous les deux sur la chaîne de valeur du végétal, avec une plus forte spécialisation pour Innovalliance sur les cosmétiques, arômes et parfums. Ensuite, vous avez Pastipolis qui est sur les matériaux, Tectera sur le textile et Lyon Biopôle sur les dossiers santé. Voilà, donc vous pouvez passer à la slide suivante. Alors voilà, donc là, ça vous montre, ça vous permet d'avoir une vue un peu globale sur les services proposés par les pôles de compétitivité. Donc voilà, je ne prétends pas être exhaustif, mais c'est déjà un premier aperçu. Et donc, tous les pôles vont suivre un petit peu ce cheminement, sachant que bien sûr, il y a des spécificités qui sont propres à chaque pôle. Et donc, je vous invite aussi à vous orienter vers chaque pôle en fonction de votre secteur d'activité pour avoir l'accompagnement adéquat. Donc oui, concernant, alors vous voyez, donc c'est une progression, on commence effectivement par un travail de veille. Donc cette veille, elle vous est diffusée via le newsletter, des emailing, les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous envoyer l'information par rapport à ces appels à projets et de vous dire, attention, sur celui-ci, vous pouvez avoir un intérêt. Ensuite, alors, une fois qu'on a fait cette veille, on décrypte les appels à projets pour vous. Donc, l'idée, c'est que les pôles vont vous orienter vers les appels à projets européens les plus pertinents et ceux qui vous permettront où vous avez une plus-value la plus forte. Donc, soit par exemple via des mailings, on peut directement vous envoyer l'appel à projet parce que c'est quelque chose de très ciblé, quelqu'un, on va vous communiquer direct, soit sinon, ça sera effectivement via la newsletter ou d'autres supports d'information générale. Ensuite, concernant donc, la recherche de partenaires dans les réseaux thématiques, donc ça, en fait, on a des opportunités de collaboration grâce à différents réseaux et projets dans lesquels les pôles sont partenaires. Et donc, très clairement, dans votre recherche de partenaires, pensez bien aux pôles pour vous accompagner, puisque nous, on a des réseaux à l'Europe sur différentes thématiques. Par exemple, donc, là, Innovalliance, on en a sur les ingrédients, aussi sur tout ce qui est Smart Sensor, donc tout ce qui est digitalisation dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. On en a aussi sur l'aspect consommateur, et c'est valable aussi pour tous les autres pôles. Ils ont aussi des réseaux européens dans des thématiques différentes. Et donc, l'idée, c'est que si vous faites appel à nous, nous, on sera en mesure de vous trouver des partenaires pour monter votre consortium, pour répondre à l'appel à projet. Ensuite, pour le montage, donc là, alors nous, en général, les pôles, ça peut être variable, suivant quand même les pôles, mais en général, il n'y a pas d'écriture. Donc, les pôles, on est plus là pour accompagner, vous accompagner dans le montage, mais en dehors de l'écriture. Donc, c'est plutôt, par exemple, de vous orienter sur le dispositif Ambition Région Internationale, participer à un projet européen donc de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et donc, c'est un dispositif notamment qui permet de trouver des financements pour être accompagné par un consultant et permettre justement notamment la phase d'écriture. Mais donc, nous, là, on est vraiment pour vous orienter vers les bons interlocuteurs pour vous aider justement à réaliser ce montage du dossier. Aussi, ce qu'on fait très souvent dans la phase de montage, c'est vous adresser des lettres de soutien. Et donc, ces lettres de soutien, ça vient renforcer la candidature puisque voilà, certains doivent avoir l'habitude de tout ce qui est labellisation des pôles. Donc, c'est la même idée avec cette lettre de soutien. Ça renforce en fait votre candidature puisque c'est un gage de qualité du projet. Ensuite, voilà, donc dans les phases de relecture, donc souvent ça se fait en interne avec les équipes du pôle ou dans le cadre de comités de relecture qui est en coopération avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et donc ça, une fois que justement que le projet a été écrit, on peut vous le relire et vous faire un retour critique sur le projet pour vous permettre de l'améliorer.
Ensuite, sur l'aspect conduite du projet, donc là, c'est plutôt lorsque le pôle, en fait, il est partenaire dans le projet. Et en général, nous, on peut être mis, vous voyez, sur le Work Package communication et dissémination. Et donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de vous soutenir dans la réalisation du dossier en étant justement un partenaire aussi du projet. Donc, ça arrive que le pôle soit en fait partenaire dans le projet au même titre que vous, en tant qu'entreprise ou labo de recherche, pouvez l'être. Et auquel cas, on vous aide dans cette conduite du projet via les actions de communication-dissémination. Enfin, sur l'aspect valorisation du projet, donc là, c'est plus via le réseau des pôles, on va communiquer sur votre projet qui aura été financé via l'argent européen. Et donc, c'est tout un aspect relais, donc de faire parler de votre projet au sein du réseau pour que justement lui donner de la visibilité au sein du réseau et que vous ayez plus de portée via notre réseau. Enfin, un des derniers aspects, c'est le cascade funding. Donc, certains projets européens en fait, permettent aux pôles de redistribuer de l'argent via des vouchers. Et donc, en fait, finalement, les pôles deviennent eux-mêmes guichets de financement. Et en devenant des guichets de financement, c'est une manière plus facile pour les PME d'obtenir des fonds. Donc, en fait, c'est nous, en général, vous verrez, on communique sur nos réseaux, sur ces cascades funding, sur ces vouchers. Et donc, par exemple, nous, on en a un là sur la digitalisation donc, de l'industrie agroalimentaire. Et ça a permis à certaines PME de notre réseau d'obtenir directement donc, des fonds. Donc, souvent, bien sûr, c'est des fonds qui sont moindres que ce que vous pouvez obtenir directement en ayant un projet européen. Mais c'est quand même pas négligeable. Et du coup, c'est vraiment une carte à jouer dans votre financement de l'innovation, puisque finalement, les pôles eux-mêmes deviennent guichets de financement. Et ça vous évite aussi tout l'intermédiaire qui peut être fastidieux au niveau Union européenne, là, donc la lourdeur administrative, puisque là, vous allez directement, entre guillemets, contractualiser avec nous pour obtenir ces financements. Voilà, donc là, ça vous a donné un aperçu un peu de l'accompagnement que peuvent effectuer les pôles. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Et puis, n'oubliez pas effectivement de revenir vers chaque pôle de votre chaîne de valeur, de votre filière, pour avoir l'accompagnement personnalisé. Merci Clément pour cette présentation des pôles en région Auvergne-Rhône-Alpes qui peuvent accompagner les entreprises. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, que ce soit les pôles ou l'agence, on est à votre disposition pour vous accompagner. Voilà, Clément l'a mentionné, souvent on est aussi complémentaires sur des services, sur des offres qu'on peut vous proposer. Donc n'hésitez pas, voilà, allez voir les pôles sur les entrées thématiques. L'agence aussi est disponible pour vous répondre. On ne l'a pas noté, mais il existe aussi les cellules Europe des universités pour les chercheurs, là plutôt, qui peuvent accompagner les chercheurs dans leurs projets. Si voilà, vous voulez en savoir plus sur les soutiens, il y a eu une session ce matin de presque 1 heure sur les soutiens en région. Elle sera disponible en replay, donc vous pourrez la visionner pour en savoir un petit peu plus sur les différents acteurs et les différents services. Alors, peut-être avant de conclure, est-ce qu'il y a une ou deux questions, Annabelle, peut-être sur cette partie ou d'autres questions qui seraient intéressantes de partager ensemble? Alors, je n'ai pas de questions sur cette partie. J'ai une question qui peut peut-être conclure ou savoir si dans H2020, donc dans le programme précédent, est-ce il y avait eu de la démonstration de pays européens qui étaient vraiment en pointe sur ces thématiques de l'environnement et de la bioéconomie. Comment on se situait peut-être, nous, la France, sur la réponse à ces appels à projets. Donc, c'est plutôt une question pour Emmanuel, si vous avez l'information. Alors, je n'ai pas de chiffres précis, mais tout au long d'Horizon 2020, on faisait un peu des comparatifs de nos pays, des pays concurrents, mais néanmoins amis, comme on dit. En fait, la France, sur le défi 2, par exemple, était en 3e ou 4e position des participants, sachant qu'effectivement, la France est un gros pays avec une grosse capacité de recherche et d'innovation. Mais là, je ne pourrais pas vous répondre précisément sur les chiffres, mais bon, en général, dans les 5 premiers, il y a France, Royaume-Uni, mais bon, là, ça va changer, Allemagne, Espagne, Italie, c'est vraiment, et Pays-Bas, Pays-Bas aussi beaucoup pour le défi 2 et le défi 3. Parfait, merci. Et sinon, il n'y a plus de questions. Ok, bon, donc on a répondu aux différentes questions. On va pouvoir conclure cet atelier. Alors, on vous a mis ici les contacts des différents
partenaires qui ont encore organisé cet atelier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ces mails. Merci Emmanuel, merci Clément et Annabelle pour votre présence ici pendant l'atelier, de nous avoir fait part voilà, d'informations sur le cluster, sur les soutiens, et Annabelle d'avoir fait le retour des questions. Donc, c'est un atelier qui est enregistré, donc vous pourrez le visionner en replay par la suite, il sera disponible. Voilà, on compilera toutes les questions en fait toute la journée des ateliers, des plénières dans une FAQ, donc vous l'aurez aussi en même temps. Voilà, et puis le support bien sûr vous sera diffusé et on est tous à votre disposition si vous avez des questions. En plus des 5 pôles mentionnés, oui, pardon Lisa, je vois qu'il y a aussi le pôle Xylo Futur là, qui s'est manifesté là, dans le chat. Voilà, donc ça vous fait un 6e pôle aussi sur les thématiques de ce cluster 6. D'accord. Ils sont spécialisés en forêt, bois et chimie du bois. Voilà. D'accord. Donc on voit qu'il y a quand même un beau panel de pôles de compétitivité pour couvrir finalement toutes les filières et toutes les thématiques des entreprises. Voilà, eh bien, merci à tous et à toutes de votre participation. Et donc, à bientôt et bonne fin de journée. Merci pour l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.